Bonjour YouTube et bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un vlog un petit peu particulier puisqu'en fait je voulais revenir sur des termes que j'utilise parfois pour qu'on ait un petit peu un référentiel commun euh, parce que je voulais éclaircir ça avec vous. Le premier terme c'est le jeu en solo. Qu'est-ce qu'on entend par un jeu solo, qu'est-ce que c'est, etc. Et le deuxième, c'est le terme miniature agnostique, ou en français, alors c'est un peu maladroit, je sais pas pourquoi ils ont gardé cette structure-là, de figurine agnostique. Alors un jeu solo, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien c'est tout simplement un jeu auquel vous pouvez jouer seul, chez vous, sans adversaire. Quant au jeu miniature agnostique, je préfère garder le terme anglais, hein, ça sonne mieux. Ce sont des jeux pour lesquels vous n'avez pas besoin de figurines spécifiques. Vous pouvez prendre n'importe quelle figurine de n'importe quel fabricant, on s'en fout. Voilà, j'espère avoir éclairci ces termes pour vous. Portez-vous bien et... Quoi? Attends là, t'es sérieux, c'est tout? Tu pourrais développer un peu, non? Là, ça fait pauvre. Ouais, mais... Les gens se plaignent que je fais toujours des vidéos à rallonge, ils décrochent en cours de route, ils pigent que dalle. Il y en a même, je crois, qui doivent s'endormir pendant qu'ils les regardent, en fait. Donc, au bout d'un moment, ouais, je décide de changer un peu ça. Mais qui tu crois qui regarde tes vidéos? De toute façon, c'est bon quoi, t'as pas 2 millions d'abonnés. C'est pas le JT de TF1 non plus, ça va. Ouais, mais justement, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je veux un peu les garder quand même, tu sais, j'y tiens, mes abonnés. Oui, ben justement, ils sont pas nombreux, mais s'ils sont là, c'est qu'ils aiment ce que tu fais. Donc, tu pourrais quand même faire mieux que ça, ne serait-ce que par respect pour eux, non? Ouais, ok, non, t'as raison. C'est vrai, ils valent mieux que ça, mais bon... T'es sûr que ça va marcher? Oh, et puis, sérieusement, si tu trouves que ça fait long, on coupera au montage, c'est tout, c'est pas grave, on a l'habitude, c'est ce qu'on fait déjà plein de fois. Non? Ouais, bon, ok. T'as raison, on fait comme ça. Bon, et comme vous avez pu le voir dans cette petite intro, on va donc parler de deux choses très importantes pour moi, de deux termes très importants. Et pour ce faire, je vais un peu m'inspirer d'un youtubeur que j'aime bien, un youtubeur sur les figurines, un youtubeur anglo-saxon qui s'appelle Tabletop Minion. C'est un gars, alors c'est un daddy du jeu de la figurine, en fait il est très posé, il est très calme, il est très chill. Et il parle parfois de concepts, de termes, de thèmes. Euh, alors c'est en anglais par contre, je précise, mais je vous mets le lien dans la description au cas où. Et il en parle de manière très posée sur le ton de la conversation. Et c'est presque de l'ASMR à ce niveau-là, enfin, avec un volume plus élevé. Mais je trouvais le concept intéressant, je me disais pourquoi pas l'adapter au terme de jeu solo et de jeu miniature agnostique, parce que ce sont effectivement deux termes qui reviennent très souvent dans mes propos. Je parle très souvent de jeux comme ça, et je me dis peut-être que ce serait bien qu'on ait un référentiel en commun là-dessus, qu'on puisse en discuter, peut-être dans les commentaires, mais ça pourrait être intéressant. Puis en plus, alors j'en parlerai un peu plus tard, euh, cette vidéo elle est un peu suscitée par un achat que j'ai fait récemment pour un jeu que je présenterai un jour. Ouais, ouais, un jour. Bon, j'utilise un peu quand même. En gros, il y a un game designer dont je suis profondément fan. Je vais beaucoup en parler dans cette vidéo. Mais c'est un projet que je nourris depuis quelques temps déjà. C'est de faire en fait une série de vidéos sur certains de ces jeux. Si ce n'est tous. Ça va demander du boulot, ça va demander un investissement. Parce que il a fait pas mal de jeux. Je vous tease un petit peu méchamment, désolé. Mais vous entendrez son nom dans la vidéo. Promis, vous verrez certains de ces jeux dans la vidéo aussi. Parce que presque cette vidéo est un hommage à son travail, presque. Presque. Hein, bon. Voilà, je vais faire un peu fanboy des fois, mais
J'espère que vous m'en excuserez. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'utilise souvent les termes miniature agnostique, jeu solo. J'ai présenté quelques jeux auxquels on peut jouer en solo, quelques jeux qui sont aussi un peu miniature agnostique, ou en tout cas j'en ai rapidement parlé. Et je me suis dit, ouais, mais il faudrait peut-être prendre le temps de parler de ces concepts, de ces termes, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est pour ça que on va faire ça aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et en même temps, moi, ça me fera un peu de matériel pour ma chaîne en plus. Et je vais commencer alors par parler des jeux en solo. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je sais que certains n'aiment pas beaucoup ça. Mais je vais un peu parler de mon expérience personnelle. C'est pour ça que c'est un vlog. Dans les vlogs, je me permets de parler de ça, hein. Donc voilà. Les jeux solo, alors comme comme je l'ai présenté dans le sketch que je vous ai fait tout à l'heure, j'espère d'ailleurs que vous m'en voulez pas, hein. J'ai tenté quelque chose. Là aussi, je me suis inspiré d'un youtubeur que j'aime bien, peut-être que vous le connaissez déjà. Il pensait qu'il fait souvent ce genre de petits trucs, de petits dialogues. Donc je me suis dit, ça pouvait se tenter, voir ce que ça donnait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Soyez bienveillants quand même. C'est juste un test. Mais bon, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait un peu sourire. Et donc dans les jeux solo, comme je vous le disais, c'est des jeux, effectivement, ben, on y joue seul. Alors, d'où ça vient? Pourquoi? Et comment ça se traduit? Alors déjà, d'où ça vient? Ben alors, je vais en surprendre plus d'un. Peut-être. Mais ça n'est pas du tout la Covid, ou le Covid, ça dépend comment vous le genrez, euh, qui est à l'origine, ou qui a été un déclencheur du jeu en solo. J'ai fait quelques rapides recherches. Euh, la première fois que le jeu solo, le wargaming solo, a été abordé, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est dans un ouvrage de 1962. Un ouvrage qui s'appelle tout simplement Solo Wargaming par Donald Featherstone. C'est un livre que je vais essayer de trouver parce que ça m'intéresse. Et c'est un livre très intéressant puisqu'il explique en gros le comment jouer. Et j'aime beaucoup le résumé, c'est que il explique que notamment quand on part à la découverte du wargame, les premières années, les premiers temps de notre voyage au sein de ce hobby sont parfois sont parfois des périodes un peu en solitaire. Et c'est vrai. C'est vrai si vous étudiez un peu le fonctionnement d'un joueur de jeu de figurines, on est assez solitaire. Quand on pense aux jeux de figurines, on pense de suite à des tables de jeu, à des tournois, à des tables à perte de vue avec des centaines et des centaines de figurines. Mais en fait, la plupart du temps, et là je parle un peu d'expérience, quand on découvre un peu les jeux de figurines, alors certes, on y est amené, ça peut être... Alors à mon époque, je suis un enfant des années 80, donc on n'avait pas internet et les jeux vidéo c'était pas encore aussi répandu qu'avant. À mon époque, c'était un pote du collège qui lisait le White Dwarf. Je me souviens, c'était le tome 9, enfin le numéro 9, celui avec les Eldar en couverture. Les Eldar sur un fond bleu en camailleux magnifique. La couverture, rien que ça avait attiré mon regard. Et pour les fans et les gros spécialistes, le numéro 9 du White Dwarf, c'est celui qui parlait notamment des araignées spectrales et de l'Adeptus Arbites. C'était la première fois on avait avec les figurines en plomb qui étaient présentées en images, peintes, alors pas aussi bien peintes que maintenant, mais bon, ça faisait le taf à l'époque. Mais voilà, ça c'est pour les spécialistes, le petit clin d'œil. Mais à partir de là, ma découverte s'est faite seule. C'est-à-dire que ben, mon père m'a acheté le White Dwarf. Chaque mois il me l'achetait en plus. Oui, à l'époque. Il m'a acheté le White Dwarf. Il le lisait aussi, hein, au passage. Après, tout ce qui est ben, découverte du jeu. Quand à Noël j'ai eu ma première boîte, la seconde édition de Warhammer 40 000, ben, la lecture des règles, la lecture de l'univers, le montage des figurines, ça s'est fait en solo. La peinture des figurines aussi s'est faite en solo.
Et je pense que c'est un cycle de vie que beaucoup de figurinistes connaissent. En soi, on est relativement seul jusqu'à la finalité qui est celle de jouer contre quelqu'un. Mais en attendant, on prend le temps de découvrir les règles, on prend le temps de découvrir l'univers de jeu, si c'est un univers fantastique ou futuriste. Mais après, tout ce qui est peinture, enfin montage, peinture de figurines et lecture des règles, ben on le fait seul. Après, c'est vrai que maintenant il y a les clubs, donc vous pouvez avoir des activités de club, hein. Je me souviens il y a quelques années, je faisais même des ateliers peinture dans une boutique à Montpellier. Euh, Ça marchait bien, ça faisait un petit moment où on se retrouvait. Vous avez même. Alors ça c'est un bon point pour eux. Vous avez Games Workshop. Les boutiques Games Workshop sont des centres de hobby. C'est-à-dire que vous pouvez vous y retrouver pour tester le jeu entre vous, pour tester la peinture entre vous et discuter peinture. Donc ça c'est plutôt un bon truc. Bon, après ils ne vendent que du Games Workshop, mais bon, certaines boutiques font de même. Elles ont même des tables parfois qui sont faites exprès pour peindre de la figurine dessus. Donc, donc le jeu de figurine en lui-même devient moins un loisir en solo. Puis est survenu le ou la Covid. Et là, il y a eu presque un branle-bas de combat. Beaucoup de jeux ont sorti des suppléments pour jouer en solo parce que les gens ne pouvaient plus se voir, ne pouvaient plus jouer, notamment chez les anglo-saxons. Nous, encore en France, on a été relativement épargnés. Relativement. On a eu, je crois, trois confinements et demi, j'ai envie de dire. Euh, les Anglais et les Américains ont été très durement touchés, hein. Eux, c'était pas quelques mois, c'était presque une année de confinement. Donc pendant ce temps, les gens ne pouvaient pas jouer, ne pouvaient pas se voir, sauf s'ils jouaient en famille. Mais bon, ça encore, c'est encore autre chose. Et de ce fait, beaucoup de jeux ont sorti des suppléments, parfois gratuits, très souvent gratuits d'ailleurs, pour jouer en solo. Vous aviez du coup Blood and Plunder, qui a sorti des règles en solo. Vous avez Stargrave, dont je parlerai tout à l'heure, avec le supplément Dead or Alive, première édition. Il a été réédité depuis. Et vous avez d'autres jeux qui ont suivi un peu cette mouvance de pouvoir jouer en solo. Mais, mais, ça n'est pas la première fois que moi personnellement j'entendais parler de jeux en solo. Je vous ai parlé du livre de 1962, mais il y en a un autre. Il y a un autre jeu. À l'époque, je m'intéressais déjà un petit peu aux jeux en dehors de la sphère Games Workshop. Et il y en avait un qui me faisait l'œil, Frostgrave. J'ai acheté la première édition. J'ai acheté d'ailleurs, c'était quoi, dans l'étreinte du roi Lich, je crois, le premier supplément. J'avais acheté quelques figurines à l'époque. Bon, j'ai vite déchanté quand j'ai vu toute la masse de figurines qu'il fallait aussi, et de décors. C'est là que je me suis dit, une imprimante 3D, ça va vachement aider. Et surtout, je discutais avec un de mes amis qui m'a dit, mais pourquoi tu t'es mis à Frostgrave si c'est pour jouer seul? Tu as Rangers of the Shadow Deep. Du même auteur, c'est le même principe, c'est les mêmes règles, plus ou moins, mais il est fait pour être joué soit en solo, soit en coop. Et ça, c'était avant la Covid, c'était 2017-2018, je dirais, à peu près. Donc vous voyez, on était avant la Covid. Et effectivement, j'ai acheté le jeu. Et effectivement, alors, j'y ai pas joué encore. Mais effectivement, il avait tout pour être jouable en solo. Et ensuite, effectivement, vous avez eu la Covid. Beaucoup de jeux ont repris des mécaniques assez similaires. Je vous expliquerai un peu plus tard sur le comment. Et surtout, ils les ont appliqués à leur univers. Et même maintenant, vous avez de plus en plus de jeux qui sortent avec nativement, c'est-à-dire de base, dans le livre, des règles en solo. Port-Royal, dont on parlait précédemment, Guards of Traitor's là aussi. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme jeu là-dessus? The Silver Bayonet de Joseph McCullough,
qui est l'auteur de Frostgrave, et de Rangers of Shadow Deep, et de Stargrave, et de plein d'autres jeux. C'est lui, le game designer dont je suis fan. Voilà, c'est lui. Et beaucoup de ces jeux, finalement, reprennent plus ou moins le même système. C'est-à-dire qu'ils ont un système qu'on pourrait qualifier d'IA. Mais pas une IA numérique. Parce que c'est là que ça va varier un petit peu de ce qu'on appelle les jeux de société hybride, que vous connaissez sans doute déjà pour beaucoup. Les jeux de société hybride, pour simplifier, c'est des jeux qui vont comporter une composante numérique. En gros, vous avez le plateau de jeu, les figurines, et puis en plus vous avez votre téléphone avec une application ou votre ordinateur avec un programme spécifique. Et typiquement, vous avez des jeux comme Voyage en Terre du Milieu, Descent, Cthulhu Death May Die, Star Wars Assault, etc., qui ont une application ou un programme sur l'ordinateur qui vont vous permettre de gérer la narration et les interactions avec les PNJ ou les créatures que vous avez rencontrées, donc les combats, le loot aussi parfois. Et dans le jeu de figurines, ça ne peut pas. Pour plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que dans les jeux de société, les jeux de plateau classiques, traditionnels, je mets de grosses guillemets, là maintenant on va plutôt parler de jeux de plateau experts. Dans ces jeux-là, vous avez très peu de personnages. Vous avez, allez, en général 5-6 personnages différents jouables dans la boîte de base. Et ils sont paramétrés dans l'application. Donc c'est-à-dire que l'application sait à quoi ressemblent, à quoi correspondent les personnages, où ils peuvent se déplacer. Bref, c'est implémenté dans le programme. Pareil, le plateau de jeu. Le plateau de jeu, c'est un plateau. Le jeu connaît les éléments. Le programme, l'application connaît les éléments du plateau de jeu. Ces éléments eux-mêmes sont implémentés. Vous prenez par exemple Voyage en Terre du Milieu, vous choisissez votre scénario, il vous dit mettez telle portion de la carte, ça va être quoi, je vais dire A1 par exemple, prenez la carte A1, mettez-la sur la table. Puis quand vous avez fini d'explorer la zone, il va vous dire mettez la pièce B2 à droite. Il va vous expliquer comment la mettre. Et il va vous expliquer aussi ce que font les autres PNJ. Et pour le jeu de figurines, ça c'est plus compliqué. Le plateau, c'est pas un plateau qui est normé, c'est pas un plateau qui est prédéterminé. C'est un plateau sur lequel vous allez mettre parfois au petit bonheur la chance vos éléments de décor. C'est pas carré. Donc déjà, l'application ne sait pas comment vous allez placer les décors. Donc pour déplacer les créatures, ça va être compliqué. Et ensuite, les figurines, déjà vous jouez des bandes d'à peu près 10, 12 figurines. C'est pas des bandes qui sont toutes identiques. Vous allez avoir des bandes qui vont être plutôt tournées vers le mouvement, des bandes qui vont être plus spécialisées dans le combat au corps à corps, ou l'énigme, ou que sais-je encore. Mais, par contre, c'est plus compliqué à paramétrer ça dans un programme. C'est plus lourd. Parce que vous regardez, on va prendre par exemple, j'ai Frostgrave sous les yeux, ça tombe bien. Je vais vous montrer un peu. Rien que déjà, hop, alors, elles sont les équipements. Voilà. Je sais pas si ça va se voir. Voilà. Ça, ce sont les différents soldats que vous pouvez avoir. Et même, c'est pas les soldats, c'est les spécialistes. C'est les spécialistes. Et après, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 soldats en plus à rajouter. Ça en fait du monde. Sachant qu'en plus, votre sorcier dans Frostgrave, par exemple, vous le créez. Vous le créez, vous choisissez son école de magie, vous choisissez ses sorts. Là où un jeu de plateau va vous dire, votre personnage commence avec ça. C'est très compliqué de paramétrer ça de base. Donc rien que pour ça, c'est très compliqué d'avoir, pour l'instant, peut-être que c'est en développement, qui sait, peut-être que c'est en phase de test pour certains jeux, peut-être qu'un jour on aura une IA pour Frostgrave spécifique, mais pour l'instant, c'est ces deux éléments qui font que une IA ne peut pas être... Enfin,
Désolé, j'utilise le terme IA parce que c'est souvent le terme qui est très utilisé. Mais grossièrement, les mécanismes qui vont gérer les mouvements des créatures ou des PNJ ne peuvent pas être euh, gérés pour l'instant par une application ou un programme informatique comme c'est le cas pour un jeu de société. Mais en attendant, pour les jeux comme Frostgrave, comme Stargrave, comme Silver Bayonet et quelques autres, et Port-Royal, quand vous jouez en solo, première chose déjà, ils vont avoir ce qu'on appelle une charte. C'est ça qu'on appelle l'IA. Vous allez avoir une charte qui va vous dire que fait telle figurine, dans quelle situation. Par exemple, si je vais prendre l'exemple de Frostgrave parce que justement, l'IA de Frostgrave est utilisée de base même pour les parties à plusieurs joueurs, puisqu'en fait vous avez une troisième partie. Vous avez les deux bandes qui s'affrontent, 2, 3, 4 bandes, mais à côté vous avez aussi des créatures non contrôlées. Pareil pour Stargrave et pour d'autres jeux de Joseph A. McCullough. Il reprend toujours le même système de base. Donc c'est toujours la même charte. On va dire, voilà, vous avez, je sais pas moi, un gorille des neiges, dans Frostgrave, qui est à 2 pas d'un personnage, à 2 pas d'un soldat. Dans ce cas-là, vous allez avoir la charte qui va dire, en gros, il va se jeter sur le soldat le plus proche. Et il va faire une action de corps à corps. Il va combattre. Pareil, si vous n'avez pas d'adversaire proche, il va dire, il va se déplacer dans une direction aléatoire. Donc vous allez avoir un système pour lancer un dé qui va vous indiquer la direction dans laquelle il va aller. Alors, ça peut paraître gonflant, mais ça marche. Ça marche tellement que ce système, que j'ai vu notamment dans les jeux de Joseph M. McCullough, donc Stargrave, Frostgrave, etc., pas vous refaire tout le pédigré, on le retrouve aussi dans Port-Royal et dans d'autres jeux. Petit à petit, ça s'est installé ce système. Alors, je vous avoue que il y a une petite limite à ce système. Et si vous avez suivi un peu la vidéo dès le départ, j'ai parlé d'un jeu où justement ils ont appliqué des règles pour jouer en solo, mais je ne l'ai pas essayé. C'est Blood and Plunder, donc la version bataille rangée, en quelque sorte, de Port-Royal. Enfin, plus exactement, Port-Royal est la version skirmish de Blood and Plunder. Mais bref, passons. Pourquoi ça a une limite? Dans Blood and Plunder, vous n'allez pas contrôler 10 figurines. Vous contrôlez une armée. C'est-à-dire que vous avez 20 figurines en moyenne sur la table. Par côté. Donc vous en avez autant de l'autre côté. Et là, c'est plus compliqué. Alors vous les jouez par unité, mais à voir. Je vous avoue, je ne l'ai pas lu. Je l'ai dans mes documents, mais je ne l'ai pas parcouru pour l'instant. Mais à mon avis, ça c'est une limite. C'est en gros jusqu'à quel nombre d'interactions vous pouvez gérer avec une telle IA. Parce que sur une bataille rangée, vous allez avoir parfois plusieurs unités qui vont se rentrer dedans. Ou plusieurs unités qui vont charger une seule et même unité. Comment vous gérez ça? Voilà, à voir. À mon avis, ils ont dû trouver le truc. Ils ont dû le tester. Ils avaient quand même pas mal de temps pour le faire. Donc, à mon avis, voilà. Et il y a une question plus personnelle. C'est pourquoi je parle beaucoup des jeux en solo. Déjà parce que je kiffe. Les jeux en solo ont tendance à être plus narratifs. Vous prenez Frostgrave par exemple. Frostgrave, vous avez des campagnes, vous avez tout un système, parce que vous jouez une petite bande, donc forcément elle va évoluer, vous allez avoir de nouvelles recrues, vous allez perdre des soldats, certains soldats vont être blessés, votre sorcier dans Frostgrave va gagner des niveaux, va gagner des sorts, va gagner des pouvoirs, et vous avez toute une narration derrière, parce que c'est ça qui est intéressant. Tout un système narratif. Alors, Frostgrave et Stargrave, la narration est moins poussée, par exemple, pour des jeux comme Rangers of Shadow Deep. Ça, je vous l'avoue. Mais elle est quand même présente. L'autre aspect, c'est que, déjà, alors, vous le savez, à force de m'écouter, je suis quelqu'un d'assez introverti. On dirait pas comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. Et j'ai beaucoup de mal avec le compétitif. Parce qu'en fait, les joueurs compétitifs, déjà, ils sont dans le mini-maxage à fond. Petite parenthèse pour le mini-maxage. On va plutôt parler d'optimisation.
En gros, vous jouez avec les règles pour avoir le meilleur combo possible. Et c'est ok, hein, les règles elles sont faites pour ça. Mais moi, personnellement, moi ça me gêne. J'aime pas ça. C'est pas fun, c'est mécanique. Mais je vais développer ça, vous en faites pas. Donc le mini-maxage, en gros, ben, on va se retrouver toujours avec les mêmes armées. Vous regardez sur YouTube d'autres vidéos sur, par exemple, bah, tiens, voilà. Ceux qui suivent l'actu savent qu'il y a les Space Wolves qui sortent la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine par rapport au jour où je tourne cette vidéo. Et il y a déjà des vidéos qui tournent, qui font un peu le dépiotage des règles. Ils disent ah cette unité elle est pas mal, elle sera bien là, tac tac. Ils lisent les profils, ils disent elle est un peu faiblarde là. Et puis ils font la liste en fait des combos d'armée, des trucs comme ça. Ils disent ah c'est là cette combo là va être jouée, etc. Je m'en fous. Moi personnellement j'adore les Space Wolves. C'est des Vikings de l'espace. Quoi de mieux. Puis bon si vous avez lu Prospero Brûle, je pense que vous apprécierez d'autant plus les Space Wolves. Mais où est le fun si tout le monde doit jouer la même combo d'armée? Je dis pas qu'elle sera à 100% pareille, mais où est le fun? Où est le fun là-dedans? À quoi ça sert si tout le monde doit jouer la même combo, la même compo d'armée, le même style de jeu? Et surtout, ben, le caractère des joueurs. J'ai deux anecdotes. À l'époque, je jouais à Confrontation, j'ai fait pas mal de tournois. Enfin, pas mal. On a fait 4-5. C'est déjà beaucoup pour moi. Euh, et lors d'un tournoi, alors, lors d'un de ces tournois, déjà, premier truc, j'aimais beaucoup ces tournois Confrontation parce que les gens étaient plutôt cool. C'était déjà beaucoup plus cool que chez des joueurs Games Workshop qui avaient les dents qui rayaient le parquet. Alors, c'était pas parfait, vous allez voir pourquoi, mais j'ai pu faire de belles rencontres. Typiquement, pour ceux qui connaissent Mohand, qui fait des vidéos de peinture de figurines, qui était l'un des gros promoteurs du jeu Eden et du jeu Drakeris. Hein, si vous aviez l'habitude de faire des conventions, vous le voyez sur son stand. Hein. D'ailleurs, si Momo, si tu regardes cette vidéo, salut. J'espère te recroiser en convention un jour. Mais, vous voyez, par exemple, avec lui, il m'a pugné. Hein. Il m'a démoli lors d'un tournoi. Dès le premier tour, il m'a défoncé. Mais honnêtement, c'était cool. On a beaucoup discuté, c'était fair play, l'ambiance était bon enfant, j'avais apprécié. Et puis à l'autre bout du spectre, vous aviez un joueur qui jouait nain d'ailleurs, alors vous allez me dire c'est raccord avec le personnage, mais le gars visiblement il avait pas de bol au dé, et surtout c'était un très mauvais joueur. J'ai joué contre lui, et pendant notre partie, à un moment il a dit oh bordel de merde. Et il a pris ses dés, il les a balancés à travers toute la pièce. On était à l'autre bout, hein. Et ils ont traversé la pièce qui faisait 10 mètres de long. En gros, peu importe si quelqu'un se les prenait dans la tête, hein, lui il s'en foutait. Il venait de. Il avait fait un mauvais jet, c'est tout ce qui importait. Je lui dis, moi de mon côté, gars, attends, ça va quoi. Moi j'ai pas perdu. J'ai pas gagné une seule de mes parties, je vais pas me mettre à chialer. Oui, c'est dur, mais j'en suis pas au point de balancer mes figurines ou mes dés à travers la pièce. Il a été sorti par un arbitre qui lui a gentiment dit de se calmer. Mais après ce tournoi, je l'ai plus revu. Hein. Lui, il était. Voilà, ça c'était un bon point. Vous voyez, c'est qu'il y avait un petit trick qui se faisait. Mais vous voyez la mentalité. Le gars, il venait pour gagner. Alors entendons-nous bien. Ça fait toujours plaisir de gagner une partie. Ça fait toujours du bien d'être classé dans un tournoi. Surtout moi, personnellement, j'ai tendance à me comparer aux autres. Voilà. C'est aussi pour ça que je n'aime plus trop faire les tournois, les trucs dans le genre. Mais là, non. Ça, pour moi, c'est non direct, ce genre d'attitude. Et clairement, ça m'a un peu dégoûté des tournois. Clairement. Autre anecdote, là, plus récente. J'étais allé dans une boutique à Latte Boirargues, hein, c'est la tanière de Maître Renard, je crois. J'avais un de mes potes qui y travaillait. Et il me dit pourquoi tu viendrais pas, tiens, la semaine prochaine, on va faire une partie découverte OPR, donc One Page Rules, pour ceux qui ne connaissent pas. On va faire une partie de démo OPR pour faire découvrir le jeu. En plus, on va le jouer en mode coop.
Il était avec un pote à lui, ils étaient en train de peindre les figurines exprès pour ça. Et le gars, justement, bah, il était là toute la semaine à peindre ses figurines. Le gars, il était... Alors, il y avait mon pote vendeur, et il y avait ce gars qui déjà, on sentait que c'était un introverti, c'était un gars plutôt calme, plutôt posé. Et vous allez voir que ça va avoir une incidence par la suite. Le jour vient, donc le gars est là, mon pote est là, 2 nouveaux joueurs sont là, donc c'est cool, on était 3 nouveaux joueurs. Et là arrive un gars avec une casquette, vous savez les casquettes, en plus il avait la visière droite, vous savez, comme si elle était toute neuve, avec encore le petit sticker doré là, le truc, on sait pas trop. Genre limite le hipster du jeu de figurines. Et quand on lui dit, ouais, on va faire un truc en coop, on va se battre contre une IA. Oh non, fait chier, hein, on s'emmerde contre les IA. Oh, on va tous se mettre sur la gueule, c'est plus sympa. Ok, super. Moi je dis, non, mais moi j'ai pas envie, je viens juste pour découvrir le jeu en chill, quoi. Et là, il y a les 2 autres qui veulent découvrir le jeu, qui disent, ah ouais, bah ouais, non, mais nous on est anciens joueurs de Warhammer, ça nous va, on va se mettre sur la gueule. Et là, s'ensuit une petite prise de tête, parce que le gars qui a passé une semaine à peindre les figurines, a dit non, on avait dit qu'on ferait ça sur IA et tout. Il est tout posé, tout calme. Sauf que ben, les autres lui mettent la pression monstre parce qu'ils veulent se mettre sur la gueule. Vraiment, c'est texto ce qui a été dit. Ils veulent se mettre sur la gueule. Parce que c'est plus rigolo. Et là, ben, le gars, il se barre. Le gars qui avait passé sa semaine à peindre les figurines exprès pour cette journée, il se barre. J'étais mal pour lui. Le vendeur aussi, il leur a dit d'ailleurs, ouais, vous êtes pas sympa. Le gars, il a passé son temps, il a pris du temps pour préparer les figurines. Et les autres, ils se sont dit, oh bah ça va, il va pas pleurer non plus. Je suis resté parce que je voulais découvrir le jeu, hein. Mais personnellement, j'avais envie que d'une chose, c'était de me barrer. Et ça m'a pas motivé à découvrir le jeu davantage. Vraiment. Alors je sais, ça sonne comme moralisateur. Mais vous voyez un peu l'attitude. Cette attitude-là de on est là pour établir. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le prends. On est là pour s'établir un rapport de force entre nous. On est là pour défoncer l'autre. C'est pour ça que j'aime pas le compétitif. Un jeu, c'est fait pour être fun. C'est un jeu, c'est là pour passer un bon moment avec des potes. Pas pour dire, hé regarde Rascal, je t'ai écrasé. Oh super la mentalité. C'est pour ça que moi personnellement je me replie un peu davantage vers les jeux solo. Il y a d'autres trucs aussi. J'ai pas beaucoup de potes qui jouent aux jeux de figurines autour de moi. Il y en a, pas beaucoup. Je discute parfois avec certains d'entre eux sur les réseaux. Mais les amis que je vois encore un peu de temps en temps, ils sont pas trop joueurs de jeux de figurines, ils sont plutôt jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de société, mais pas jeux de figurines. Parce que justement, à cause de cette mentalité de compétitif, certains n'aiment pas ça. Ils aiment pas. C'est pour ça que des alternatives comme Rangers of Shadow Deep, par exemple, sont très intéressantes. On est sur du coop, du jeu de société, avec de la figurine. Voilà. J'espère avoir déjà éclairci ce premier concept. On va passer au suivant. Bah, on va garder le terme miniature agnostique parce que la traduction française. Figurine agnostique. Ils ont juste traduit mot à mot, mais ils ont gardé la structure. Je comprends pas. Je l'ai entendu ça récemment, je fais. Mais ça veut dire. Mais pourquoi? Enfin, je comprends pourquoi. Ça fait gagner du temps. Comme je vous l'ai dit au début, un jeu miniature agnostique, c'est un jeu qui ne nécessite pas forcément des figurines officielles pour être joué. Contrairement à des jeux comme Games Workshop, comme Corvus Belli. On va arrêter un peu de tirer que sur Games Workshop, il y a d'autres boîtes aussi qui font pareil maintenant, qui sont des boîtes qui vont vous proposer les figurines pour jouer. Et vous devez jouer avec ces figurines. On va prendre par exemple une figurine Infinity. Comme toujours, on va pas tirer que sur Games Workshop, promis. Je sais que des fois ça peut énerver un peu. Donc, je change un peu. Hein, voilà. Mais je reviendrai quand même un jour sur Games Workshop. Une figurine Infinity, elle représente ce qu'elle est censée représenter. C'est la règle du WYSIWYG. What you see is what I get. En gros, ce qu'elle a sur elle, c'est son équipement. Et partant de ce principe, vous n'allez pas pouvoir prendre un soldat panocéanien ou un soldat d'Acontecimiento, par exemple, de Infinity,
pour en faire un alguacil des Nomads. C'est pas le même style d'armure, c'est pas le même style d'armement, et c'est pas le même équipement du tout. C'est pas du tout ce que vous jouez. Eh bien, beaucoup de jeux, on a cette mentalité en France, je pense. Je pense, hein. Tout ce que je dis là, depuis le début de cette vidéo, c'est mon avis. Hein, c'est pas parole d'évangile. Mais en fait, en gros, on a cette mentalité, je pense, de rattacher un jeu à un fabricant de figurines. Games Workshop et Citadel, Corvus Belli, Mantic et Kings of War, etc. etc. C'est vrai que dans nos habitudes de consommation, on a ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a la boîte de base avec les règles, les figurines qui vont avec. C'est une habitude de consommation qui est induite, mais depuis quelques années, le terme miniature agnostique réapparaît. Et ce terme, moi je le trouve intéressant. Parce que ce qu'il veut dire, c'est tout simplement que on s'en fout de la figurine que vous jouez. Alors, il faut quand même à tout prix raison garder. Hein. Vous n'allez pas jouer un gars, vous n'allez pas jouer une figurine en armure lourde pour représenter un gars qui est tout nu avec un couteau. Voilà. En gros, le miniature agnostique, c'est vous aimez cette figurine, vous pouvez jouer avec. On vous fournit même des règles pour la représenter sur le terrain. Grossièrement, c'est ça. Alors pourquoi je vous parle un peu des miniatures agnostiques? Comme je l'ai dit en introduction, j'ai un peu craqué sur le site de North Star Military Figures. Ils ont fait une offre spéciale autour de Stargrave. C'est-à-dire, en gros, ils ont fait un pack Get Started. Je vous mets la photo quelque part et je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Où en gros, vous aviez le livre de règles, 2 boîtes de figurines officielles. J'y reviendrai sur ce terme-là, il est très important. Et puis, un blister avec des tokens en métal pour représenter les jetons de loot et des dés pour jouer. Et je me suis dit, tiens, mais c'est vrai que c'est quand même un jeu miniature agnostique. Stargrave, d'ailleurs Stargrave, Frostgrave, Ghost Archipelago, tous les jeux de Joseph McCullough sont miniature agnostiques. D'ailleurs, quand vous lisez les livres, vous n'avez pas que les figurines officielles qui sont représentées. Et quand vous regardez sur YouTube, honnêtement, je vous invite à regarder. Si vous êtes anglophone, vous allez vous régaler. Vous avez, je crois, c'est Chris Pitch, un ancien de Games Workshop, qui faisait partie de l'équipe de peintres de Games Workshop, qui maintenant fait des vidéos sur YouTube de tutos de peinture, mais aussi qui donne de plus en plus son avis sur des jeux. Et il a parlé de Stargrave, et il a montré en fait toutes les bandes qu'il pouvait faire avec sa collection de figurines. Il y avait du Games Workshop, il y avait du North Star Military Figure, il y avait du Crooked Dice aussi, une marque qui est très sympa, qui fait des figurines un peu inspirées des séries et des films TV des années 80-90. Même 70, 80, 90. On va faire large. Et il y avait d'autres figurines, et avec l'essor de l'impression 3D, surtout maintenant qu'on peut faire des figurines avec du FDM, le miniature agnostique redevient de plus en plus la norme, j'ai l'impression. Notamment chez les anglo-saxons. En France, j'ai pas l'impression que c'est encore très installé. Mais vous voyez, par exemple, là je vous ai amené ça. Voilà, ça par exemple, c'est une des boîtes qui était fournie dans le pack. Vous voyez, c'est même pas une boîte de base comme on a chez Games Workshop, où dans la grande boîte, vous ouvrez, vous avez les grappes, les dés, le livre de règles, les tokens, enfin bref, tout ça. Non. C'est juste, en fait, ils ont pris des produits, ils ont fait, ben voilà, on vous fait un pack avec ces produits. Et ça, c'est typiquement un produit, vous voyez, voilà, il est marqué, ben voilà, hop, Stargrave, figurine officielle, voilà. Il est là, voilà, désolé, j'ai du mal à me repérer avec la caméra. Ici, vous avez l'estampille North Star Miniatures et Osprey Publishing, puisque beaucoup des jeux miniature agnostiques de ma collection viennent de chez Osprey Publishing. C'est eux qui éditent Frostgrave, Stargrave, Burrows and Badges, ou même des jeux moins connus, beaucoup moins connus, qui sont obligatoirement miniature agnostiques puisqu'ils n'ont pas de gamme officielle, comme Pikeman's Lament, comme Pulp. Mais la question c'est,
pourquoi on n'en parle que maintenant des jeux miniatures agnostiques? Et c'est une réflexion que je me suis faite. On parle du miniature agnostique seulement depuis l'essor des jeux un peu futuristes, fantaisistes, dans des univers imaginaires. Mais à la base, c'est ça que j'aime bien, c'est que le miniature agnostique, en fait, c'était la norme. Parce qu'avant tout ça, on jouait à de l'historique, on jouait du napoléonien, on jouait euh, de la guerre de sécession. Alors on jouait beaucoup de napoléonien, c'était très tendance. Euh, on jouait Seconde Guerre mondiale. Et si vous regardez, ben, vous n'avez pas besoin de fabricant de figurines particulier pour y jouer. Les règles, elles s'en foutent que vous jouiez des figurines Gripping Beast, Perry Miniature, ou autres. Vous avez une myriade de fabricants de figurines historiques. C'est seulement depuis qu'on est dans des univers plus fantastiques, dans des univers à licence, que maintenant on va parler davantage de jeux miniatures agnostiques, comme une sorte d'effet contraste. D'un côté, vous avez les jeux comme Games Workshop, enfin, comme Warhammer, Infinity, Warcraft récemment, et même, on va aller plus loin, hein, Kings of War. Même si Kings of War à la base était miniature agnostique, ils ont quand même développé une gamme derrière avec Mantic, une gamme spécifique. Donc même s'il accepte des figurines d'autres gammes, ça reste quand même un jeu qui a des figurines licenciées. Tout comme, à contrario, vous avez les jeux miniatures agnostiques qui ont des figurines officielles. Mais vous n'êtes pas obligé. Les figurines officielles, comme c'est le cas pour celle-ci, elles ne sont là que parce que c'est une proposition. Et la vidéo de Chris Peach, par exemple, le montre très bien. Vous pouvez faire une bande de Stargrave uniquement avec des figurines de Crooked Dice, et ça rend super bien. Elles ont un style Flash Gordon qui ne détonnera pas. Vous avez plein de jeux comme ça qui existent maintenant, qui vous proposent d'autres figurines. Vous pouvez même utiliser des figurines Games Workshop pour du jeu miniature agnostique. Rien ne vous en empêche. C'est ça le truc. C'est une règle que j'ai réentendue récemment, de la bouche d'un commerçant Games Workshop en plus. C'est ça qui est drôle. En gros, c'est The Rule of Cool. La règle du cool, la règle du fun. Vous aimez cette figurine vous botte, jouez-la. C'est ça le miniature agnostique. C'est ça le fin mot. Vous avez une figurine de Gandalf, jouez Frostgrave. Voilà. Tout simple. Vous avez une figurine d'Obi-Wan ou de Dark Vador, Stargrave est là pour ça. C'est fait pour. On s'en fout que ce soit des figurines qui viennent de Légion, de Games Workshop, ou d'une marque obscure comme Empress Miniature. On s'en fout. Vous aimez cette figurine, vous voulez jouer avec, jouez avec. C'est ça le fin mot du miniature agnostique. Jouez avec des figurines que vous aimez. Mais après, effectivement, je la remonte encore, mais effectivement, vous avez des propositions qui sont plus pertinentes. Par exemple, North Star Miniature propose toute une gamme de Stargrave. Il n'y a pas que les figurines plastiques qui sont géniales, elles ont plein d'options. Et en plus, elles sont intermodulables. Vous prenez des figurines de Stargrave, vous prenez des figurines de Frostgrave, vous pouvez vous amuser à mélanger les têtes, les corps, les armes, les équipements. Ça sera du plus bel effet. Franchement. Mais même ça, même ces figurines-là, vous pouvez les utiliser pour d'autres jeux. Typiquement, vous avez Mars Code Aurora. Pour ceux qui connaissent un peu, ben ils ont, je crois, des profils de troupes avec des têtes de chiens, des têtes de serpents, des têtes de lézards, des têtes de singes, que sais-je encore. Et là-dedans, vous avez de quoi monter ces figurines. Donc vous voyez, c'est ce que j'aime vraiment sur le principe du miniature agnostique. C'est que, peu importe, la figurine peut venir de n'importe où, jouez-la si elle vous plaît. Ou au contraire, on n'a pas de figurine, mais on vous propose peut-être d'aller voir chez d'autres fabricants qui en ont. C'est ce côté ouvert. Petite anecdote personnelle, dans ces propos très décousus, je le reconnais.
Je suis toujours intéressé d'ailleurs euh, par le jeu Baron's War, qui est un jeu historique. Donc déjà, de base, presque dans son ADN, il est miniature agnostique. Mais j'avais encore cette mentalité de Games Workshop de jouer avec les figurines de la marque. Et Baron's War, à la base, c'est un jeu qui est proposé par Footsore Miniature. C'est un éditeur britannique qui fait des figurines en métal qui sont magnifiques. Pour Saga notamment par exemple, oui, ben, pour Saga essentiellement, et pour d'autres jeux. Euh, et un jour ils ont sorti donc Baron's War. Très bon jeu histo que je vous recommande si vous aimez les jeux médiévaux. Ben, de mon côté, j'avais acheté chez mon revendeur habituel des figurines de sergent templier à cheval. J'avais une douzaine de figurines à cheval que je pouvais monter comme je voulais. Et je me souviendrai toujours l'échange que j'ai eu sur la page officielle de Barnes War en anglais avec le créateur du jeu. Et je disais voilà, mes premiers pas dans Barnes War, je montre les figurines et je dis j'espère que ça ne vous gêne pas de. Enfin, je viens de Games Workshop, je suis un ancien joueur de Games Workshop. J'espère franchement que ça ne vous gêne pas si je joue avec des figurines d'une autre marque. C'est des marques de chez enfin, c'était des figurines de chez Fireforge Games. J'espère vraiment que vous m'en voudrez pas. C'est pas du Footsore, mais j'espère en acheter plus tard. Il m'a dit, pas, t'occupes, c'est pas grave, on s'en fout. Tu t'éclates avec notre jeu, c'est le plus important. Et c'est peut-être là-dessus que je vais vous laisser. Vous voyez. Que ce soit des jeux solo, des jeux compétitifs. Parce que oui, j'ai fait un peu moralisateur sur le compétitif. Je m'en excuse, mais je tenais à vous expliquer ça. Que vous jouiez sur du miniature agnostique, du Games Workshop, du Corvus Belli, enfin du Infinity, du Warcrow, que vous jouiez avec les figurines de telle ou telle licence, peu importe. La règle la plus importante, et c'est vraiment la conclusion de cette vidéo, c'est que vous preniez du plaisir à jouer. Par contre, oui, s'il vous plaît, soyez bienveillants avec vos adversaires. Ils ont pris le temps de faire leurs figurines, ils ont pris le temps de potasser les règles tout comme vous. Et ils viennent là aussi pour jouer. Donc, soyez bienveillants entre vous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et surtout, bon jeu.